Je donne la parole à Paul Nuza, donc présidente de l'AT2E Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, nous sommes particulièrement heureuses, Solène et moi, de vous accueillir sur ce webinaire. Je dis Solène et moi, j'ai bien tort, parce qu'il est à l'initiative de monsieur Lionel Rob de Planer, qui nous a largement aidé, voire à porter cette présentation. Et je tiens, toutes les deux, nous sommes bien unis pour dire grand merci à monsieur Lionel Rob. Vous allez voir, ces témoignages sont vivants. Et nous sommes très contents de cette présentation. Vous voyez, on fait un peu d'autosatisfaction. Voilà, donc efficience énergétique face à la flambée des prix de l'énergie. C'est peut-être une partie 1. Il n'est pas du tout impossible qu'on aborde dans le courant de l'année, on verra ça en bureau de la T2E, une efficience énergétique 2, parce que d'autres idées sont venues au fil du temps. Et je vous demanderai, Margot, d'avoir la gentillesse de nous présenter l'ordre du jour. Ouais. Non, moi, c'est effectivement une petite présentation de la T2E. On va commencer. Allez, on va commencer par ça. Solène, un petit mot sur la T2E. Oui, donc effectivement. Donc Solène Guillet, je ne me suis même pas présentée, donc déléguée générale de la T2E Bourgogne-Franche-Comté, aux côtés de Paul et de Lionel. Donc très rapidement l'association que vous connaissez peut-être déjà, l'association Technique Énergie et Environnement est une association qui existe depuis 1978, qui regroupe 2200 adhérents qui sont là pour promouvoir, favoriser tous les sujets autour de la maîtrise de l'énergie, aussi bien dans les entreprises que dans les collectivités, et puis aider les utilisateurs à mettre en place des actions, si possible, d'économie d'énergie ou de mixité également, de concourir au mix énergétique. Voilà. Donc on est vraiment la T2E est soutenue par l'ADEME avec l'objectif national de lutter contre la réduction des gaz à effet de serre. Donc la T2E travaille sur 6 thèmes en particulier à travers des clubs. Vous les voyez qui s'affichent à l'écran, le club biogaz, le club power to gas, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Le club C2E, certificat d'économie d'énergie, là on en parlera aujourd'hui à travers notamment les témoignages des entreprises qui les ont utilisés pour financer certains travaux d'économie d'énergie. Il y a également des experts à la T2E nationale sur l'efficacité énergétique et notamment qui portent les programmes Pro-SMEN, Pro-RFEI. C'est du jargon, on va vous expliquer dans le cours du webinaire ce que sont ces 2 programmes. Et puis le club stockage de l'énergie et le club pyrogazéification. En adhérant à l'association, vous bénéficiez non seulement des expertises et vous pouvez vous mettre autour de la table avec des gens qui sont intéressés par les mêmes sujets. Et puis, vous pouvez également recevoir le bimensuel d'actualité qui est vraiment très riche et qui vous donne vraiment des informations très spécialisées, très techniques sur les sujets qu'on vient de citer. Voilà pour la présentation très rapide, Paul, de la T2E. Donc, Margot, voudrez-vous, s'il vous plaît, avancer un petit peu? Bien, ma camarade vient de rappeler la T2E, vient de rappeler le site. Et la T2E en Bourgogne-Franche-Comté, bien écoutez, c'est une équipe à votre service de bénévoles. Non, s'il te plaît, Margot, reviens. Je voudrais citer les entreprises que vous voyez devant vous, des professionnels de l'efficacité énergétique et du système de management, notamment OID, notamment Planer, avec le soutien, mais aussi la participation de l'Agence économique régionale, Enedis, GRDF, l'Association des entrepreneurs de l'agroalimentaire et Opal, qui fait des prestations en matière d'énergie renouvelable. Nous sommes très contents de ce bureau. Si vous êtes une entreprise de la région et que vous souhaitez participer, surtout n'hésitez pas à recontacter Solène Guillet ou moi-même. Il manque le logo de l'AFNOR, vous voyez, nous l'avons oublié. Solène est déléguée régionale de l'AFNOR Bourgogne-Franche-Comté et moi, ancienne déléguée, je suis à la retraite tout simplement. Voilà. Et on n'oubliera pas, continue de sourire, je te vois. On n'oubliera pas de citer la CCI et l'ADEME, bien sûr, qui sont aussi partie prenante du bureau en Bourgogne-Franche-Comté. Et présent aux réunions, ce qui est bien sympathique. On avance sur le sujet de notre manifestation, s'il vous plaît, Margot. C'est bon. Et voilà le programme. Solène, veux-tu le présenter? Ou non, j'aimerais bien que Lionel, tu prennes la parole et que tu présentes ton programme. Tu es le papa, s'il te plaît. Ok, bonjour à tout le monde. On avait prévu 6 thèmes, on en a 2 qu'on a regroupés. Le premier sujet,
on a essayé plutôt de favoriser quand même des interventions d'industriels qui travaillaient depuis quelques années sur leur maîtrise des consommations énergétiques et leurs factures. Donc pour que ça soit peut-être plus concret, donc on a Alain Dejeu de la société Peugeot Motocycle à Mandeur, donc du côté de Belfort, qui vous parlera un petit peu de la démarche qu'il a mis en œuvre et notamment du monitoring énergétique. Mais ça s'inscrit dans une approche quand même relativement globale sur la maîtrise de l'énergie. Il n'a pas fait que du monitoring et il vous en parlera. Ensuite, Solène et Paul reviendront sur les aides financières que vous pouvez avoir avec deux programmes financés par les C2E, donc le programme ProRFEI de formation et le programme ProSMEN. Il y a aussi un petit topo sur les audits qui peuvent être financés également. Ensuite, Maud de la société Amphénol FCI à Besançon nous parlera de la démarche qu'elle mène depuis quasiment 6 ou 7 ans. Je pense que c'est elle qui a démarré la démarche le plus longtemps dans les 3 industriels qui présentent ici. Et aujourd'hui, où ils en sont, les économies qu'ils ont fait, la maîtrise qu'ils ont de leur consommation d'énergie. Je ferai ensuite un petit topo, une petite explication pour expliquer pourquoi, comment sont structurés en fait les coûts sur une solution énergie renouvelable ou récupération d'énergie, et pourquoi en fait la structure de coût elle est relativement différente et elle met globalement à l'abri des variations des prix de l'énergie, mais nécessitant des investissements. Et on le voit, je vous ferai sur un cas qu'on a traité il y a 3 ans avec un client, je vous ferai des petits écarts de simulation entre le prix du gaz et le prix du bois qu'on avait il y a 3 ans, celui qu'on avait il y a 2 mois et celui qu'on a peut-être aujourd'hui. On parlera aussi un petit peu du photovoltaïque, mais on ira assez rapidement sur ce sujet-là qui découle en fait qui est dans le même point. On avait prévu un point spécifique, mais on a vu qu'on avait déjà beaucoup de choses à dire, donc on a plutôt condensé ce point-là. Et pour terminer, Elisabeth Foivard, qui est responsable de l'usine Dynastar, donc qui fabrique des skis pour le groupe Rossignol, elle nous parlera aussi elle de sa démarche où ils ont attaqué il y a 2 ans avec un audit de la formation qui leur a permis en fait de construire aujourd'hui un plan pluriannuel de décarbonation et d'économie d'énergie qu'ils vont mettre en place dans les années qui viennent. Mais voilà, aujourd'hui, ils ont un plan de route, ce qu'ils avaient, qui est clair. Ils voient où ils vont. Après, il faut emprunter. Le chemin n'est jamais facile forcément à emprunter, mais par rapport à il y a 2 ans, je pense qu'ils savent beaucoup plus clairement où ils vont et je crois que ça est aussi important. Voilà les 5 points et je crois qu'on va attaquer avec Alain. Merci Lionel. Merci Lionel. Donc, on vous donne la parole, monsieur Dejeu. Oui, bonjour, donc Alain Dejeu. Je suis responsable méthode et industrialisation au sein de Peugeot Motocycle et j'ai aussi la casquette référent énergie. Donc, je vais faire simplement une petite situation de Peugeot Motocycle dans un premier temps. Donc, Peugeot Motocycle est situé à Mandeur. Donc, juste pour vous situer, c'est à 15 km de Stellantis Sochaux. Donc, c'est un site historique. On emploie aujourd'hui 321 personnes avec une capacité de 240 000 unités et un chiffre d'affaires 2020 de 93 millions d'euros. En 2006, on a fait une joint venture avec un partenaire chinois, donc dans l'est de la Chine, à Jinan. Aujourd'hui, cette société nous fabrique tout ce qui est entrée de gamme et donc exporte, on va dire, en Europe, mais aussi pour le marché domestique chinois, ainsi que dans l'Asie. Et on a des partenaires en Asie qui sont SIM pour la partie véhicule et Kinki pour la partie moteur. Voilà, donc pareil, une simple présentation de Peugeot Motocycle, donc plus ancienne marque de 2 roues, en premier véhicule en 1898. Sur Mandeur, une usine d'excellence parce que l'on fait tout ce qui est véhicule avec innovation technologique et valeur ajoutée. Donc, tels les véhicules qui vous sont présentés sur votre droite, là, qui est le Metropolis, notre véhicule 3 roues. Et on a à peu près 3000 points de vente dans le monde, donc 350 concessionnaires en France. Voilà. Une succincte présentation. Concernant nos enjeux énergétiques, donc la démarche a été faite de faire déjà un audit. Donc c'était déjà un audit obligatoire, donc ça nous a très bien aidé. Un audit obligatoire qui nous a permis aussi de faire un peu le point sur nos consommations. Dans ce qui est présenté, ça a été fait en 2018.
Donc, on a des points de consommation. En 2021, nos consommations représentaient 1% de notre chiffre d'affaires. Et puis pour 2022, donc on a subi aussi fortement les hausses des coûts du gaz et de l'électricité, comme ils sont affichés. Donc, ce qui permet le fait d'être très motivé à faire effectivement, de déployer, on va dire, notre plan d'économie d'énergie. Donc la démarche qu'on a mis en place, donc je répète, audit en fin 2019, ce qui nous a permis d'avoir, grâce au diagramme de Sankey, tous nos points de consommation, aussi bien partie électrique que partie gaz, sur la partie process et sur la partie infrastructure. Ça nous a permis d'être surpris sur certaines choses, d'être, comment dire, conforté sur d'autres points de consommation. Donc aujourd'hui, pour votre information, la partie gaz, c'est essentiellement, on va dire, du chauffage de locaux industriels et représente à peu près 89% pardon, de nos consommations annuelles. Voilà. Donc pendant l'audit, il y a un monitoring qui a été fait. Donc c'est un audit qui a duré assez longtemps justement pour être très fin dans ce qu'on voulait faire et d'avoir une vision de ce qu'on voulait se projeter. Et donc, cet audit a été fait par la société Plenair et qui nous a permis effectivement après de répertorier à peu près toutes les actions qu'on devrait mettre en place par la suite. Donc, on a fait effectivement l'identification des performances, des améliorations de performance énergétique avec 3 pôles, on va dire, tout ce qu'on peut mettre immédiatement en place, ce qui va, on va dire, avoir des effets immédiats. Des mesures utiles, mais en second, et puis, disons, mesures prioritaires, pardon, puis des mesures utiles par la suite. Donc ça a été effectivement compilé sur l'ensemble des mesures qui étaient faites au préalable, et on a classé par rapport à des ordres d'investissement. Après, on a créé des fiches d'amélioration de performance. Là, il y a un exemple là pour tout ce qui est programmation horaire de nos chaufferies, où je rappelle qu'on a une grosse consommation de gaz sur cette utilité-là. Donc, avant de commencer la démarche, on va dire, énergétique, on a quand même fait ce qu'il faut pour maîtriser ça, c'est-à-dire former une personne, qui est moi-même, donc par l'intermédiaire du préfet. Donc, c'est une formation basée, on va dire, 2 jours en local, et puis après sur un accompagnement sur un sujet ou plusieurs sujets sur 2 mois et demi. Ça a permis de recadrer toute la partie énergétique avec toutes les utilités que l'on utilise, aussi bien air comprimé, froid, chaud et ainsi de suite. Donc bien de se remettre en condition. À partir de là, la première chose qu'on a mis en place, donc suite à cet audit, il fallait déjà faire un état des lieux, ce qui a été fait dans l'audit, mais on va aller être plus fin. Donc, on a mis en place un plan de comptage. Donc, la démarche a été de choix d'un partenaire, puis de définir ce qu'on voulait compter. Une fois qu'on a fait ça, donc la mise en place du matériel, la mise en place des outils de suivi qui étaient donc tout ce qui est dashboard avec une plateforme eWatch. Et puis après, aujourd'hui, c'est tout ce qui est suivi au quotidien ou à plus long terme au niveau des consommations. Et on a en cours, par rapport à ça, effectivement, de travailler sur notre air comprimé aujourd'hui, qui est un de nos consommateurs aussi principal. Et on est en train de consulter pour tout ce qui est lié à la production, distribution et l'analyse de nos terminaux pour pouvoir effectivement travailler sur ces consommations qui sont aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, un des consommateurs électriques. Et à venir, il y aura aussi sur toute la partie chauffage dans la même démarche. Aujourd'hui, on a des chaudières gaz, voir, comme on l'a dit au préalable, est-ce qu'on va changer de technologie ou pas. Donc tout ça, c'est une démarche qu'on doit faire avec des consultants externes pour nous aider à analyser nos consommations aussi par rapport à ça. Donc la suite.
Donc, juste une représentation de notre site, hein. Donc, c'est un site de 72 000 mètres carrés. Donc, on a réparti donc 19 capteurs en termes de consommation, de mesures de consommation électrique ou gaz. Donc, la coût de la prestation, aussi bien au niveau matériel que la prestation de mesure qui a été mis en place avec le bureau d'études planaires. Donc, aux alentours, disons, c'est pas aux alentours, c'est le chiffre exact, hein, c'est 29 260 €. Et on a profité des aides C2E aux alentours de 24 000 €, donc avec un reste à charge, donc, comme vous le voyez, de 5 000 €. Ce qui nous a permis effectivement, alors la question se posait de savoir si on devait mettre quelques capteurs à droite et à gauche pour déjà visualiser nos consommations principales ou de faire une démarche complète. Donc, la décision a été de dire on fait une démarche complète et on va sous-diviser nos mesures, c'est-à-dire qu'on va déjà faire des analyses sur nos consommateurs principaux et on fera une deuxième analyse après sous nos sous-compteurs où on devra affiner, mais qui ne sera pas prioritaire dans un premier temps. Mais l'idée, c'était déjà de faire la démarche, de tout mettre en place, de faire les mises au point nécessaires et puis après de faire les analyses par priorité. Donc, quelques photos. Donc, sur la gauche, c'est des mesures de consommation de gaz en chaufferie. Donc, mise en place dans l'armoire pardon, électrique avec les protections nécessaires de capteurs. Donc là, c'est un capteur Timeless pour avec sortie impulsion et d'une protection barrière intrinsèque presque Donatex gaz. Sur la droite, mesure de courant avec les pinces ampérométriques en dessous dans un TGBT. Et puis là, c'est la représentation des toolbox pour la remontée d'informations qui sont après transmises en 3G sur la plateforme eWatch. Voilà. Donc on a deux. Donc on avait deux toolbox pour l'ensemble du site. Alors, Donc, ouais, juste un petit point que je complète, c'est que vous avez vu le site, il est relativement vaste et le choix technologique qui a été fait, c'est une technologie de transmission radio entre les appareils qui sont dans les armoires. Les appareils qui sont dans les armoires, ils sont alimentés forcément, et ensuite après ils transmettent en radio. Donc, comme on avait un site très étendu, on était obligé de mettre en place 2 points de collecte pour être sûr de, parce que même si on vous indique que c'est du système LoRa, ce qu'on appelle une transmission LoRa, quand vous regardez la pub de LoRa ou de Sigfox, ils vous disent que c'est 7 km en champ libre. Celui qui arrive enfin, quand on est dans un atelier, dans une armoire électrique, les 7 km, on oublie. Donc voilà, il y a eu un petit travail aussi pour. Donc l'intérêt aussi, c'est que ça va, une fois que c'est branché, on a un peu galéré pour trouver les bons emplacements pour mettre les appareils récepteurs, on va dire, pour qu'ils captent tout le monde. tout à fait. Mais on n'a pas eu à tirer de fil entre tous les points de comptage qui sont répartis sur le site et les points de collecte. Donc c'est aussi une simplicité en termes de mise en œuvre et de coût. Pardon, je vous laisse, Alain. Non, non, je confirme ce que vous dites, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est sans fil. Effectivement, l'emplacement des toolbox a été, on va dire, un peu fastidieux parce que on est quand même dans 72 000 mètres carrés et donc pour réceptionner l'ensemble des capteurs, il a fallu déménager les toolbox 3 ou 4 fois pour avoir la réception de l'ensemble des capteurs. Mais maintenant, une fois que les emplacements sont figés, de toute façon, ça fait partie de la mise au point. Tout fonctionne normalement à ce jour. J'aurais voulu vous présenter en dynamique la plateforme où il y a les dashboards, sauf que je suis à mon domicile aujourd'hui et on va dire que c'est pas l'idéal en termes de flux, parce que c'est assez lourd. Donc, je vous ai simplement présenté quelques images hein, qu'on peut récupérer. Donc là, on a mis en place un diagramme de Sanguet sur nos consommations électriques. Alors, on voit peut-être pas grand-chose, mais c'est les consommations sur les principaux, comme je vous ai dit, consommateurs, où on peut avoir ces consommations au jour le jour, l'heure à l'heure, hein, parce qu'on a des pas de 2 heures jusqu'à, on va dire, 1 an de consommation. Et ça permet effectivement de visualiser l'ensemble de nos consommations. Et sur chaque consommation, on reprend après individuellement chaque consommateur. On a un diagramme pour chaque consommateur. Voilà. Donc, ce qui nous permet derrière, comme il y a de la mesure, c'est concret, sur quoi on peut agir, comment on peut classer les ordres de priorité. Et chaque fois qu'on fait une action,
on peut après la visualiser dans l'heure ou dans la journée en termes de suivi. Donc là, c'est pour la partie consommation électrique. Et pour l'autre slide, voilà, là, c'est pour À la droite, partie. on avait aussi la visualisation en euros parce qu'on parle souvent de mégawattheure, mais c'est aussi que ce qui peut intéresser en industriel, c'est les euros. Donc en fait, à droite, sur le deuxième graphique de la slide d'avant, en fait, on intègre les coûts de l'énergie et puis ça permet d'avoir la vision euro. Donc ça peut être aussi comme Malin, il a plusieurs ateliers avec plusieurs entités. Ça peut aussi derrière, sur du contrôle de gestion, pour arriver à répartir des coûts de manière peut-être un peu plus fine, d'arriver aussi à répartir les vrais coûts de l'énergie sur les différents process, entre par exemple le process peinture qu'ils ont, le process usinage ou le process assemblage. Exactement. Et donc là, un graphique là, qui concerne nos consommations gaz journalières, hein, donc au niveau de la chaufferie, donc, et en fonction de la partie de mesure de DGU. Donc l'idée, c'est qu'on forcément on a nos consommations journalières et aussi on compare par rapport à la rigueur climatique, voir si on n'est pas quelque part déconnant entre nos consommations et la rigueur climatique. Donc c'est un pilotage qui nous permet de dire on est bon, on n'est pas bon. Si on n'est pas bon, pourquoi? Et de faire des analyses plus fines sur est-ce que c'est un réglage qui a été mal fait ou est-ce que il y a eu un autre, comment dire, une influence qui a fait qu'on n'a pas été bon ce jour-là. Donc en termes de retour d'expérience. Dans les essais que vous avez pu faire, par exemple, Alain, là-dessus, un petit exemple concret, c'est vous avez travaillé avec l'exploitant sur simplement la température primaire du réseau. Hein. Est-ce qu'au lieu de promener de la flotte à 85 degrés, je ne pourrais pas promener de la flotte à 80? Et ça vous a permis très rapidement de voir l'impact avec des journées. On prend une semaine comme la semaine qu'on a actuellement, on est sur des conditions climatiques relativement stables. D'un jour à l'autre, si on fait un changement de réglage, on peut tout de suite avoir une vision sur le gain énergétique que ça apporte et puis l'extrapoler et faire un petit calcul de rentabilité en se disant tiens, ça c'est vraiment intéressant et je vais peut-être pouvoir lancer un investissement avec un ROI de temps, quoi. Donc ça permet aussi d'affiner un certain nombre de propositions qu'on a fait dans l'audit avec des mesures un peu plus concrètes ou un peu plus réelles, de voir aussi ce que ça donne quand on fait un gros abaissement. Par exemple, il y a toujours la question, est-ce que le week-end il faut abaisser le chauffage et avoir une forte relance ou hein, là, ça permet, vous pouvez tester, je coupe le chauffage du vendredi à 21h jusqu'au lundi à 1h du matin et je fais une grosse relance pendant 3 heures pour que les ateliers soient chauds en température. Est-ce que je gagne plus ou moins que la solution qu'on avait avant qui était je maintiens tout un petit peu en température? Enfin, voilà, ça permet de faire des vrais tests, de jouer un peu avec les outils et de voir quand je fais des réglages, qu'est-ce que j'ai comme résultat. Et après, on peut faire des choses en manuel pour ensuite extrapoler sur des solutions automatisées. Vous avez tout à fait raison, donc j'allais conclure là-dessus, mais vous avez pris, le cours. Juste pour effectivement pour finir sur le sujet, donc suite à la mesure, on a constaté effectivement certaines choses en termes de chaufferie hein, au niveau pilotage, et on a pris paramètre par paramètre. Vous avez parlé du primaire, on a fait des essais qui ont été mesurés, qui nous ont dit combien on gagnait par jour, et on a extrapolé ça sur l'année. Parce que bon, la période de chauffe, hein, c'est pas une chauffe sur 12 mois, hein, c'est sur 6 mois. On a extrapolé ça sur l'année, entre les fermetures du week-end, entre les arrêts de production, où on pouvait optimiser aussi après, soit en travail d'une équipe ou deux équipes. Et le fait on a extrapolé un gain entre 100 et 120 KE. Voilà. Donc, est-ce qu'on a mis en œuvre? Est-ce que l'on suit tous les jours aussi? Savoir si le pilotage est fait correctement. S'il n'est pas fait, on rappelle à notre sous-traitant que effectivement le pilotage est important pour optimiser ses gains. Voilà. Donc juste pour donner aussi un dernier, ce qu'a dit Alain, je trouve que c'est vraiment important, c'est que ça lui a permis, par rapport à un exploitant qui gérait la chaufferie, de lui d'avoir une meilleure vue sur la performance énergétique de la chaufferie avec un outil qui est indépendant. Moi, je suis très favorable à avoir un outil. Souvent, on se pose la question, est-ce qu'il faut remonter le suivi énergétique dans la GTC? La GTC, elle sert à piloter l'installation et le monitoring, il sert à faire. C'est du contrôle de gestion. Donc, on contrôle la gestion. Et quand ça ne va pas bien, on appelle l'exploitant, on lui dit attends, là, il y a un truc qui ne va pas. On est à plus 15% par rapport à l'habitude. Va sur ta GTC, débrouille-toi. Mais c'est ton problème et règle-le. Après, on peut se mettre autour de la table avec lui. Et c'est vraiment l'intérêt des outils aussi. Ça
ça vous permet de redonner la main, enfin de prendre la main sur la performance énergétique et de la suivre et d'en être et de aussi challenger votre exploitant, vos partenaires qui peuvent être aussi des partenaires, des gens en interne dans l'entreprise qui sont en charge du sujet. Effectivement, l'idée derrière aussi, c'est donc maintenant, on va dire que c'est opérationnel depuis à peu près 5-6 mois, donc on affine encore certaines courbes, certains tableaux de bord, mais l'idée, effectivement, c'est qu'après, c'est donner la main aux exploitants, donc chaque responsable d'atelier, pour qui, eux, aient une visu de leur consommation propre et de leur donner des objectifs de tenue de ces consommations. S'il y a des écarts, de comprendre pourquoi et d'agir sur, on va dire, le consommateur qui est soit déréglé, soit mal réglé, ou soit démarré trop en avance ou trop en retard. Voilà. Il y aurait une autre approche aussi qui aurait été de dire à l'exploitant, faites-moi un contrat de performance énergétique. Mais là, l'idée, c'est dans un premier niveau, c'est Alain qui pilote la performance. Il fait les progrès, il fait faire les progrès. Donc, en fait, c'est PMTC qui bénéficie de toutes les économies. Et ensuite, une fois qu'on sera arrivé à une situation relativement déjà améliorée par rapport à la situation actuelle, on pourra peut-être là avoir des indicateurs et cadrer l'exploitant. Voilà, il y a plusieurs approches possibles. C'est ça. Beaucoup. Merci à vous. Alors, on a une question, donc on va peut-être, on a déjà dépassé le timing, hein, donc on va essayer d'y répondre très rapidement. Et il y a quelqu'un qui nous demande si c'est un logiciel cloud ou installé localement sur l'usine et si le fournisseur est un logiciel fourni par Planer ou autre. Donc, c'est un cloud, donc c'est pas installé sur le site. Donc, c'est une plateforme, c'est la plateforme eWatch sur laquelle toutes les informations sont remontées. Et donc, elle ne nous appartient pas forcément. Et donc, on a accès à toute la partie monitoring. Et après, il y a effectivement un coût annuel sur on va dire la location de la plateforme. Très bien. La plateforme, elle appartient pas à Planer. Nous, on est, on va dire, un espèce de distributeur sur ce sujet-là. Et le matériel, il pourrait aussi remonter sur une autre plateforme autre que celle qui est proposée par le fournisseur du matériel. On a même un client qui, sur la base de ce matériel, est en train de développer sa propre plateforme pour remonter les données. Oui, on voit les deux, effectivement, des entreprises qui internalisent et qui développent leur propre plateforme. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur les outils de monitoring, la T2E sur le site national a mis en place alors ce n'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas a mis à jour la liste des outils de monitoring qui existent sur le marché. Merci beaucoup, Monsieur Dejeu. C'était vraiment très intéressant et Lionel, bien sûr, passionné, a complété. Tout à fait. On va essayer de rattraper un petit peu le temps en faisant un focus très très rapide sur les programmes Pro RFEI, Pro SMEN. Voilà, donc Paul, si tu veux nous présenter rapidement déjà le premier programme Pro SMEN. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, si tu veux avoir la gentillesse, Margot, d'avancer un tout petit peu. Voilà. Donc, Pro SMEN, il faut aller la chercher. C'est une prime aux entreprises qui se lancent dans un système de management, mais qui vont jusqu'à la certification ISO 50001. C'est un programme porté, créé, mis au point par la T2E avec des fonds EDF. Margot, avance un petit peu si tu veux, mon ami. Et on peut voir ainsi que ce programme a déjà eu pas mal de succès. C'est une prime qui est égale à 20% des dépenses énergétiques annuelles des sites qui sont certifiés 50 000 concernés. Cette prime peut aller jusqu'à 40 000 €, ce qui est assez fréquemment répandu d'ailleurs. Et puis pour qui? Écoutez, pas de limite, hein, les entreprises de tout secteur et de toute taille. Comment est-ce que je vais procéder? Eh bien, c'est une demande que je fais en ligne auprès de la T2E. Si vous appuyez auprès de votre AT2E préféré, c'est-à-dire vis-à-vis de Solène ou vis-à-vis de moi-même, eh bien, ça ira encore plus vite. On vous mettra directement en relation avec la T2E. Et puis, bien sûr, à la fin de la demande, une fois que vous avez lancé la saisie des informations qui vous sont demandées, eh bien sûr, on vient vous délivrer votre prime au vu du certificat. Les étapes sont checklistées ci-dessous. Vous voyez dans la présentation, il faut aller sur le site pro-smen.org. Attention, nous sommes sur la dernière année de versement de cette prime, de ce soutien. D'autres choses sont en préparation sur ce thème. On ne vous en dira pas un mot parce que c'est encore un peu un secret.
Et donc, la date de dépôt doit se faire, vous avez quelques mois devant vous, hein, jusqu'au 30 juin 2022. Et puis, il faut avoir déposé sa certification avant le 1er octobre 2022, avoir envoyé sa certification avant le 1er octobre 2022. Et la fin du programme, eh bien, c'est cette année. Alors, vous avez intérêt, je vous prie de m'excuser, hein, j'ai travaillé quelques années à l'AFNOR, à tout de suite, bien sûr, lancer votre démarche vis-à-vis de la TDSE, mais surtout contacter votre organisme de certification préféré d'ores et déjà pour avoir un rendez-vous. Vous savez, les certifications, il faut s'y prendre à l'avance. Elles sont souvent dans des périodes un peu autour du mois de juin, autour du mois de décembre. Donc, si on va avoir une certification en octobre, appelez votre organisme de certification, que je qualifierais de préféré, bien sûr. Margot, la suite, s'il te plaît. Donc, Pro-RFEI. Ah, là, je te donne la parole, oui. Solène. Je vais même la repasser peut-être à Lionel, qui pourra illustrer, mais c'est aussi un programme donc, financé par les certificats d'économie d'énergie, où là, on vise à former des référents énergie dans l'industrie. Donc, Lionel, si tu veux dire quelques mots peut-être sur, puisqu'il y a une formation en ligne, une formation en présentiel et surtout un accompagnement. Et donc, Planer est l'un des bureaux d'études qui intervient sur cette formation. Alors, on peut peut-être passer à la slide d'après, Margot. Je crois, Oui. je n'ai pas tout en tête. Voilà, donc c'est un parcours en 3 étapes. Il y a un MOOC déjà qui permet en fait de mettre tout le monde au même niveau, qui prend environ 7 à 8 heures. Ensuite, il y a un stage de 2 jours en présentiel, où là, on est dans des petits groupes de 6 à 12 personnes maxi, avec une formation, on va dire, générale qui revient sur un certain nombre de points, un plan de mesure, la mise en œuvre d'un management de l'énergie. Donc, qu'est-ce que c'est? Enfin, rappeler aussi des choses sur les certificats d'économie d'énergie et aussi comment gérer un projet avec des C2E. Donc, un ensemble d'éléments, un tronc commun, on va dire, ou une base pour que tout le monde ait vraiment la même base. Donc, le but, c'est vraiment de former aussi les futurs référents énergétiques en industrie, les gens qui vont être les chefs énergie, comme par exemple Alain. Et puis derrière, c'est vraiment la particularité de cette formation, c'est qu'il y a 2,5 jours par personne qui suit la formation, où il y a un accompagnement individuel en situation. Donc l'idée, c'est de dire, on prend un projet avec la personne qui a été formée et on regarde avec elle comment l'accompagner. Alors, on a des clients qu'on a accompagnés sur la construction, qui ont été accompagnés sur la construction, par exemple, de leur plan d'action. Il y en a d'autres qui avaient un projet de remplacement des compresseurs et c'est de les aider dans ce projet de remplacement de compresseurs à analyser la composante énergie. Donc, c'est en gros, c'est passer à l'acte et aider le stagiaire à se mettre en situation opérationnelle dans son usine. Ça peut être aller défendre un plan ou un investissement auprès d'une équipe de direction, par exemple. Voilà. Et ensuite, il y a également des modules complémentaires qui sont possibles, d'une demi-journée à une journée. Et il y a l'accès à une communauté des référents énergie. Et il y a un certain nombre de webinaires. Merci Lionel. Juste pour répondre. Pardon. Juste pour répondre à une question, effectivement sur ProSMN, puisqu'on avait oublié de les prendre, c'est toujours 3 sites soutenus pour une même entreprise pour ProSMN. Et puis comme on vous le disait, pour la reconduction, peut-être qu'il y aura quelque chose, mais pas forcément sous la même forme. Voilà. Et Pro-RFEI, effectivement, c'est aussi c'est aussi en réflexion, voilà, pour poursuivre. Et pour ProRFEI, donc il y a des aides qui sont, ça dépend de la taille de l'entreprise. On vous donnera le site à la fin, il faut aller regarder le détail, mais c'est jusqu'à 80% pour le parcours multimodal, donc ce parcours complet là. C'était 100% l'année dernière, ce sera moins en 2023. Je crois que ça va tomber à 60%, je crois, en 2023. Et voilà, donc c'est intéressant si vous envisagez de le mettre dans le cadre de votre plan de formation, d'y penser dès cette année. Voilà. Merci. Alors, à la différence de ProSMN où il faut avoir terminé, il faut être certifié ISO 50001 avant le mois d'octobre pour bénéficier des aides. Là, pour ProRFEI, il faut démarrer la formation en 2022 pour bénéficier du tarif de 80% qui passera à 60% en 2023. Oui, précision en 2022, finir en 2023. Pardon. Très bien. Merci Lionel pour toutes ces précisions. On va enchaîner avec la présentation suivante. Donc voilà. Alors oui, effectivement, n'hésitez pas à aller sur les sites. Ah bah non, oui, pardon. Effectivement, je complète ou je ne sais pas si Claire ou en tout cas
Donc, pour en savoir plus, Pro SMEN, Pro RFEI, vous avez des sites dédiés, donc toutes les informations. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, un dernier petit focus, et là, ça concerne plus particulièrement la Bourgogne-Franche-Comté. En préalable, si vous avez besoin de… Marco, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Voilà. Si vous avez besoin de réaliser un diagnostic énergétique, sachez qu'il y a une opération collective qui est actuellement menée par la CCI Bourgogne-Franche-Comté avec l'appui de l'ADEME, pour les PME qui ont besoin de réaliser un audit énergétique avec un bureau d'études. Une opération collective est en cours avec la possibilité de bénéficier d'une aide de 60% de l'ADEME. Donc là, le contact, c'est à la CCI qui pourra vous mettre en relation et vous aider dans vos démarches pour réaliser ce diagnostic énergétique, souvent préalable à la mise en place d'une démarche d'économie d'énergie et de la mise en place d'un système de management de l'énergie. Voilà. Donc, on peut avancer. Maud, alors je m'excuse parce qu'on avait fait la correction et elle n'apparaît pas. C'est bien la société Amphénol FCI Besançon. Maud Charpie, je crois que tu es en ligne. Si tu peux allumer ton micro et ta caméra. On t'accueille, on te salue. Bon. Oui, on t'entend. Bonjour. Maud. Voilà, et merci par avance pour ton témoignage sur la démarche de système de management de l'énergie et d'économie d'énergie que vous avez mis en place chez Amphénol. Ok. Donc moi, donc je suis responsable hygiène, santé, sécurité, environnement, donc sur un site qui est basé à Besançon. Oui, il y a une petite coupure. Ah, je voulais juste savoir si j'avais la main sur le diaporama. Non, tu n'as pas la main, c'est Margot qui déroule les slides. Il faut que tu lui demandes au fur et à mesure. Ok, d'accord. Bon, on y va. Merci. Donc, notre site est basé à Besançon. Donc, on a 17 000 m² de bâtiments industriels, 500 m² de surface administrative. Donc, on a 3 bâtiments. On a également une cafétéria en fait sur le site. On a 2 sources d'énergie, donc électrique et d'énergie technique par le réseau de chaleur donc de Planoise. Donc, on a 2 échangeurs sur le site qui nous approvisionnent donc en chauffage. Et puis donc c'est un site qui fonctionne, on peut dire 24 heures sur 24, puisqu'en fait on a des équipes qui tournent en 3/8 et puis en SD, donc en équipe de week-end. Alors le SD c'est pas forcément toute l'année, sauf que en 2021 on a quasiment tourné toute l'année en SD. Donc on a 4 ateliers de production. Donc on a un atelier d'injection plastique où on a 28 presses. On a un atelier de découpage où on a également 28 presses à découper. Et puis, on a un atelier de traitement de surface dans lequel donc on a 12 lignes de traitement de surface pour plaquer notamment du nickel, de l'étain, de l'or et du palladium. Et puis, on a un atelier également d'assemblage, donc qui va nous permettre donc d'assembler effectivement nos produits. En fait, on est une usine complètement intégrée. Nous fabriquons, je ne l'ai pas précisé, mais des connecteurs pour l'industrie électronique et automobile. Alors, l'automobile, c'est à peu près 13% de notre chiffre d'affaires. Sinon, tout le reste, en fait, on travaille pour toutes applications électroniques. Donc, en fait, notre atelier d'injection plastique va nous permettre de fabriquer la partie isolante, donc ce qu'on appelle les bases chez nous. Et ensuite, donc, on va découper au découpage des alliages de cuivre. Ces alliages de cuivre découpés vont ensuite passer en traitement de surface pour un traitement contre la corrosion et pour certaines spécificités du produit, donc un plaquage or et palladium. Et puis ensuite, les 2 parties en fait isolantes et contact, donc métalliques, vont être assemblées donc dans cet atelier d'assemblage, coupées aux bonnes longueurs, pliées, etc. Donc en assemblage, on a environ pas loin d'une 60aine de machines. Voilà. Donc en fait, nous on a commencé à se préoccuper de l'énergie donc en 2014-2015. Pourquoi? Parce que on a fait un état des lieux à ce moment-là, puis on s'est rendu compte qu'il y avait une forte dégradation de la consommation d'énergie depuis 2009. On commençait à payer cher.
Derrière, il y a eu aussi la pression réglementaire, hein, faut pas se cacher. Et puis, il y a eu aussi un appel d'une participation à une opération collective régionale avec les chambres régionales de commerce et d'industrie, donc à laquelle on a répondu présent. Voilà. Donc on a été certifié ISO 50001 en 2015 et puis en fait les premiers résultats étaient très encourageants puisqu'en fait on a eu, vous voyez, 10% des réductions de consommation électrique et puis 4,89 donc par rapport à la consommation de référence. Bien sûr, on a mis en place effectivement une consommation de référence. Et puis en termes de chauffage, on a réussi à baisser de 60% notre consommation de chauffage par rapport à la consommation de référence. À tel point qu'effectivement, le service de gestion nous a appelés pour nous demander ce qui se passait. Donc voilà. Donc il suffisait simplement à un moment donné de s'y intéresser pour faire déjà les premières économies. Aujourd'hui, où on en est, alors il faut savoir que chaque année, on a mis en place un indicateur de performance énergétique au niveau du site. Qui est en fait le delta entre la consommation de référence et la consommation réelle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, cette consommation de référence, on la met à jour tous les mois et on compare avec notre consommation réelle. Donc, cette consommation de référence, elle est basée sur nos consommations de matière, notamment matière métallique et résine utilisée en injection plastique, et sur la température extérieure. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait, tous nos ateliers sont climatisés. On a également des bains en traitement de surface qui chauffent, on a des équipements qui chauffent, donc tout ça va être aussi en lien avec la température extérieure. Donc on a fait quand même des grandes économies d'énergie puisque à titre indicatif, en 2014, on payait environ 830 000 euros d'électricité pour un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros. En 2021, on est à 649 000 euros pour un chiffre d'affaires de 61 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire que sur les 6 derniers mois de l'année, on a eu 30% d'activité en plus. Et sur 2022, on continue. Hein, on annonce sur 2022 un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros. Donc là, on se rend compte quand même que même avec une augmentation d'activité, eh bien, on a réussi à réduire nos coûts énergétiques. Alors tout ça, alors moi je suis juste l'animatrice d'un système de management de l'énergie. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est surtout des équipes techniques qui sont très engagées sur le sujet et pour lesquelles on cherche à mettre régulièrement en évidence leur travail. À tel point qu'à un moment donné, moi, j'arrive plus à suivre parce que les personnes font d'elles-mêmes dans les secteurs. Quand il y a des modifications à faire, quand il y a des réparations à faire, eh bien, ils vont travailler sur des moteurs plus performants, par exemple, ou sur une analyse un petit peu différente du process. On cherche systématiquement la performance des process. Donc, la performance énergétique amène la performance des process. Et puis, ça amène aussi la performance en termes de santé-sécurité, parce qu'à partir du moment où vous travaillez sur des consommations d'air comprimé, par exemple, eh bien, forcément, derrière, ça fait un peu moins de bruit aussi et tout le monde est gagnant. Donc, on le prend plutôt dans une démarche globale et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a eu pas mal on a eu à un moment donné des personnes qui sont parties ou des personnes voilà qui étaient affectées à d'autres tâches. On s'est rendu compte que la consommation d'énergie commençait à réaugmenter. Et c'est quand même, on a quand même des personnes qui sont compétentes. À un moment donné, il y a des réglages aussi qui doivent être transmis. Donc tout ça, c'est important. C'est important de le prendre en compte. Et puis de pas se baser uniquement sur des connaissances. À un moment donné, il faut formaliser tout ça. Il y a des choses qu'il faut formaliser. C'est important de le faire. Ah, ça a changé de couleur. Bon, il y a un souci là. Bon, ça c'est juste notre profil de consommation, notre indicateur de performance énergétique. Donc depuis 2016. Alors normalement il y a deux couleurs, des couleurs vertes et des couleurs rouges. C'était simplement pour montrer qu'en fait quand on voit en 2016 la partie qui dépasse, qui est un petit peu rouge clair, hein, rose, c'est parce qu'on consommait beaucoup trop, on consommait beaucoup plus que notre consommation de référence.
Actuellement, et c'est dommage, on ne le voit pas sur le graphique, mais c'est tout à fait l'effet inverse, donc en 2021, où là, on est au-delà de notre consommation de référence. Donc, nos consommations de référence, on les remet à jour dès qu'on dépasse 10% de gains, en fait, par rapport à la consommation réelle. Et donc, en 2022, donc, on est reparti sur une nouvelle consommation de référence. Alors, quelques exemples d'actions engagées. Alors, nous, on n'est pas très bon en mesurage, donc je ne vais pas parler de mesurage. Ça fait partie des actions qu'on doit mettre en place. On a des mesures générales au niveau de nos ateliers, c'est-à-dire qu'on sait ce que chaque atelier consomme. Mais actuellement, on est incapable d'analyser nos écarts. On n'est pas suffisamment outillé en mesurage. Par contre, ce qu'on suit, c'est au niveau global site, vous l'avez bien compris. Et ben, ça ne nous empêche pas de faire des progrès, voilà, parce qu'on a plein de gens qui sont motivés sur le sujet. Donc, par exemple, les premières actions qui ont été mises en place, qui nous ont permis de réduire de 60% la consommation de chauffage, c'est la remise en état, l'optimisation des régulations de chauffage et de nos CTA, la mise en place d'un aéroréfrigérant sur notre atelier d'injection plastique, parce qu'auparavant, on mettait en route nos groupes froids usines pour assurer le refroidissement donc dans notre atelier d'injection plastique. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'investir sur un aéroréfrigérant spécifique à cet atelier. Et donc comme ça, on arrêtait en hiver donc les gros froids usines. Et on a travaillé sur la récupération des calories des compresseurs également. Donc, forcément, on dégageait moins de chaleur. Et puis, on a arrêté aussi également nos grosses CTA le week-end en automatique, c'est-à-dire dès que l'atelier est arrêté, on coupe les CTA. Donc, les investissements, donc je vous les ai mis à chaque fois en bas. Donc, voilà, les arrêts automatiques des CTA. Alors, ça nous a permis de faire du gain sur chauffage. Parallèlement, on a fait des gains également sur la partie électrique. Donc, on peut avancer. Donc, sur la partie électrique, comme je vous l'ai dit, donc l'arrêt automatique des CTA le week-end, on a quand même des grosses CTA sur les ateliers. Donc là, voilà, ça nous a permis de gagner déjà un petit peu. Ensuite, la récupération des calories. On a en fait un atelier de traitement de surface. On chauffe nos bains à 60 degrés. Donc en fait, auparavant, donc on fabrique notre eau déminéralisée et on passait donc au chauffait avec une chaudière électrique. Notre eau déminéralisée jusqu'à environ 45 degrés de mémoire. Donc, on est passé à la récupération des calories des compresseurs et à partir de là, maintenant, on chauffe cette eau déminéralisée directement avec cette récupération de calories. Ensuite, le delta est fait directement sur les lignes avec des thermoplongeurs, voilà, dans les bains. Les relampings progressifs, on n'a pas fait le choix d'un relamping total d'un seul coup, on le fait au fur et à mesure des remplacements. Donc là, effectivement, nos luminaires fonctionnent 24 heures sur 24. On avait plus de 800 sur le site. Donc, c'était quand même une action intéressante. Les presses à injecter, donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait il n'y a pas longtemps. On avait déjà commencé à changer nos presses à injecter hydrauliques par des presses à injecter électriques. La plus grosse opération s'est faite en mars 2020. C'est-à-dire qu'on a bénéficié de ces 2E pour 14 presses électriques pour un investissement de seulement 200 000 euros. Une presse électrique, c'est environ 70 000 euros. Hein. Donc, on a fait une très belle opération. Et actuellement, donc, on a un gain annuel par presse qui est environ de 6 000 euros parce que ça dépend du temps de fonctionnement de la presse, etc. Mais c'est à peu près de cet ordre-là. Sachant que derrière, on gagne sur le process et sur bien d'autres, voilà, sur des dégagements de chaleur, etc. Et puis, ce que je vous disais aussi, c'est qu'il y a plein de choses que moi, je maîtrise pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les ateliers parce que chaque atelier est autonome. On a des services de maintenance par atelier. Et donc, par exemple, là, les services de maintenance ont beaucoup travaillé sur tous les soufflages dans les ateliers, sur l'optimisation des soufflages et donc en même temps l'optimisation du bruit. Et puis, par exemple aussi sur les performances process, donc augmentation du nombre de pièces fabriquées au coup. Au découpage par exemple, hein, à chaque fois qu'on tape, on fait plus de pièces et donc ça forcément ça diminue la consommation énergétique par pièce. C'est la même chose en injection plastique. On a optimisé aussi toutes nos pompes, hein, on a amélioré les performances énergétiques, on a travaillé sur les procédures de fermeture d'équipements, d'ateliers.
Voilà, donc ce sont des exemples, mais il y a plein de petites actions qui améliorent la performance partout et qui ont un impact sur la consommation d'énergie. Donc en 2021, par exemple, on a été un petit peu surpris des résultats. On n'avait pas imaginé qu'on avait aussi bien performé. Voilà. Donc on espère que on a un objectif cette année pour 2022 d'amélioration de 5%. Voilà. Et puis donc on va travailler notamment sur cette année sur l'optimisation de nos flux d'air avec nos CTA pour que l'air circule mieux. Donc, on va améliorer la performance, essayer de faire des régulations automatiques. Donc, on a un gros programme là-dessus. Et puis, on va travailler également, nos financiers commencent à s'intéresser à la consommation d'énergie. Donc, on va travailler sur toute la partie, notamment mesurage. Voilà à peu près où on en est. Donc, c'est plutôt encourageant et motivant. Voilà. Merci beaucoup, Maude. C'était vraiment très, très bien illustré sur effectivement tout ce que vous avez pu mettre en place. Et puis, comme c'est mesuré et suivi, ça vous permet de pouvoir présenter des chiffres. Et oui, comme tu disais, je pense que les financiers sont de plus en plus Tout à fait. attentifs à tout ça. Voilà. Y a-t-il des questions, ma chère Solène? Non, je n'ai pas vu de questions sur le chat. Donc, Bien, donc voilà. Donc, on va passer à merci Maude. grand merci, Madame Au Charpie. revoir. Lionel, il est 11h54, Lionel. On va quand même se faire avec Paul les gardiennes du temps. Madame, faut avoir aussi une intervention aussi derrière toi. Donc, on te laisse la parole, sachant que tu as à peu près un quart d'heure, un gros quart d'heure. Ça va, tu vas t'adapter. Juste un petit point, effectivement, Maud, elle a montré son indicateur de performance énergétique. Alors, il y a dû y avoir un bug quand on a assemblé les présentations PowerPoint et effectivement, les couleurs ne rendaient pas bien. Donc, dans ce qu'on mettra en ligne avec la T2E, vous aurez le graphique où on voit bien la partie progrès et la partie dérive. Je l'ai sur mon écran, mais je maîtrise pas super GoToWebinar, on va pas changer de présentateur. Donc je passe à la solution, au point qui est. Alors oui, je vais juste amener un petit complément sur ProRefEI. C'est un point important. Planer n'a pas du tout l'exclusivité des formations sur la Bourgogne-Franche-Comté. Hein. On fait partie des 10 organismes. Toutes les dates, on en fait plutôt en Bourgogne-Franche-Comté et en Rhône-Alpes. Toutes les dates, elles sont sur la plateforme. Il y a aussi d'autres organismes de formation qui le font. On est une dizaine à peu près en France. Et je fais juste un petit appel pour dire qu'on a une formation le 4 avril et qu'il nous manque un peu de monde pour la compléter. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, revenez vers moi pour le 4 avril à Annecy. En plus, c'est beau, c'est vers le lac et au printemps. C'est sympa. Alors, je vais parler des ENR pour expliquer un petit peu comment est structuré et organisé le prix. Si on peut passer à celui d'après, Margot, s'il te plaît, au slide d'après. Voilà, alors juste qui est Planer? Donc, on a un bureau d'études bureau franco-suisse d'ingénieurs conseils en efficacité énergétique. Donc, on travaille que sur les questions d'énergie, chauffage, ventilation. On a un bureau totalement indépendant. Le fondateur qui avait créé la société il y a 35 ans est parti en retraite il y a 3 ans. Avec 5 collègues, on a racheté 80% du capital. Le fondateur en a gardé 10% et les 10 autres pourcents sont détenus par un certain nombre de salariés de l'entreprise. Donc, c'est une entreprise indépendante et détenue par ses salariés. On est 120 collaborateurs, 14 en France et le reste en Suisse. Donc, ça fait aussi que nous, on peut s'appuyer sur certains points sur des compétences pointues de nos collègues suisses, sachant que nos collègues suisses s'appuient aussi sur des compétences pointues qu'on a en France. Donc voilà, j'ai dit 10, mais maintenant on est 14 en fait. Et la plupart des collaborateurs qui viennent chez nous, et c'est aussi un peu un critère de recrutement, hein, je l'avoue, c'est des gens qui sont engagés et motivés par la transition énergétique. Par contre, on veut qu'ils soient pragmatiques. On n'essaye pas de fourguer des énergies renouvelables à tout prix. On répond aux questions du client, on lui donne des éléments d'aide à la décision, on essaye de trouver des solutions. Si possible renouvelables, mais voilà, quand ça marche pas, ça marche pas. Si on met des chaudières gaz chez certains clients. Et on a une expérience importante du milieu industriel et de ses attentes, puisqu'on travaille chez les industriels depuis quelques années. J'ai moi-même travaillé chez Michelin pendant une dizaine d'années, avant pour des questions d'engagement et de motivation pour la transition énergétique de rejoindre Planer. Et on a une prestation qui est 100% au service du client. Donc, on n'a pas de rétribution par des tiers, par les installateurs. On n'a pas de rétribution par les obligés pour les C2E, sauf dans certains cas où c'est à la demande du client. Et dans ce cas-là, la rétribution qu'on a par un tiers, elle est clairement affichée et partagée avec le client.
Et on essaye de rester réactif, même si on est 110, on est plutôt des petites entités. Enfin, moi, si je suis parti d'une grosse boîte pour aller dans une petite boîte, et que je voulais que ça bouge, et donc on a gardé la réactivité d'une petite structure, j'espère, encore. On passe au point d'après. Donc voilà, un point particulier, c'est qu'on travaille sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet, à la fois sur des phases audit, mais aussi on peut accompagner sur de la maîtrise d'œuvre, donc pour faire le design de l'installation, on va dire, la conception, pour aider à trouver les sous. Ensuite, on n'installe pas, donc on va consulter les entreprises qui vont répondre et qui vont être payées par le client. Et puis derrière, on peut suivre le chantier, on peut aider à régler le fonctionnement, comme on a vu en haut. Et l'intérêt aussi pour nous, quand on va au bout du projet et qu'on mesure les résultats, bah, c'est que ça nous améliore, ça nous aide aussi quand on fait des phases d'audit à être un peu plus réaliste sur ce qu'on propose, parce que c'est quand on met les mains dans le cambouis qu'on voit les vrais problèmes. Typiquement chez Alain, la problématique qu'on a vue tout à l'heure, le transmission radio et compagnie, on ne l'avait jamais rencontré et on a pas mal appris avec ce projet-là. On a beaucoup transpiré et heureusement beaucoup appris. On accompagne aussi certains clients pour de l'ISO 50001, mais alors voilà, comme l'a expliqué Paul, l'AFNOR va venir faire la certification. Nous, on peut aider le client à monter son dossier. Sur appui une fois, parce qu'il y a des trucs qui ont disparu à droite, je crois. Margot, s'il te plaît. Voilà. On est un certain nombre de qualifications RGE, ce qui font que certaines de nos prestations peuvent être aidées par l'ADEME en phase d'études. Et puis, on est aussi organisme de formation. Alors, la formation, ce n'est pas le gros de notre activité, hein. On s'est surtout certifié Datadog et Calliope pour pouvoir faire cette formation ProRFEI. Mais on a aussi Alain Kiber qui a rejoint notre équipe il y a quelques temps et qui a une grosse expérience de formation. Donc, on peut aussi proposer certaines formations à nos clients. Voilà. On peut passer au point d'après. J'arrête de parler de plein air. Donc, l'exemple que je vais vous prendre là, c'est comparer une solution bois par rapport à une solution gaz avec une approche en coût global et pas simplement en raisonnant en termes d'investissement. L'hypothèse, c'est une chaudière. On va comparer en fait une solution de référence. Donc, on imagine qu'on doit renouveler une chaufferie gaz avec deux chaudières gaz où on va mettre, si on a besoin par exemple de 1 MW, on va mettre deux chaudières gaz de 800 kW pour avoir de la redondance en cas de panne, mais pas forcément une redondance complète. Et puis si on était en solution ENR, par exemple du bois, on mettrait une chaudière bois qui fait 40% de la puissance, mais qui va en fait couvrir 80% des besoins, et une chaudière d'appoint secours, par exemple du gaz. C'est souvent ce qui permet en fait d'optimiser le ratio investissement taux de couverture bois. Les aides potentielles, je suis parti sur un cas standard, c'est que normalement on a ce qu'on appelle 40% des coûts qui sont éligibles, c'est un encadrement européen. Donc souvent avec le fonds chaleur et des aides région, on y arrive. Ça correspond à peu près à 30% de l'investissement de la solution ENR. J'ai considéré qu'on amortissait de manière identique les installations sur 10 ans, avec des taux d'intérêt bas. Et puis j'ai pris des plaquettes forestières au prix qu'on voit, qui est relativement stable, hein. J'ai pas mis la courbe, mais la plaquette forestière, elle bouge quasiment pas depuis 20 ans. Elle est à peu près à 100 € la tonne. Enfin, elle est passée en gros de 80 à 100 € la tonne en 20 ans. On va regarder comment structurer le coût des deux solutions. Donc moi, j'ai découpé avec une approche un peu classique, mais qui n'est peut-être pas forcément connue de tout le monde. C'est une partie, ce qu'on appelle le P1, quelle est la partie énergie, les mégawattheures, qu'est-ce que vous coûte l'énergie que vous consommez, les mégawattheures fois le coût d'énergie. Le P2 qui est la conduite, l'entretien, le petit entretien de la chaudière qui est souvent indexé sur les salaires. Si j'avais pas oublié le salaire, ça aurait été plus beau. LP3 qui est le gros entretien, donc c'est typiquement sur une chaudière bois. On va provisionner tous les ans un petit peu d'argent pour se dire qu'au bout de 10 ans, par exemple, il faut remplacer tout le réfractaire de la chaudière. Donc c'est un des points de la chaudière bois, c'est que souvent il y a un peu de gros entretien, donc on l'intègre dès le début. Donc ça, c'est les prix souvent qui varient en fonction du prix des fournitures. Et puis le P4, ben, c'est ce qu'on appelle le P4, c'est j'ai investi pour faire ma chaudière gaz, ma chaufferie gaz ou ma chaufferie bois, et ben, j'ai investi, j'en sais rien moi, 500 000, 1 million d'euros. Je le rembourse sur 10 ans à 2% d'intérêt, ben, ça fait tant d'euros par an à rembourser. Donc si on passe sur la slide d'après, on voit là la décomposition à droite de la solution. Alors, on va déjà prendre la solution gaz. Si vous investissez dans une solution gaz, ça a très peu de coûts. Donc le P2 et le P3, c'est l'orange et le violet. Ça a très peu de coûts d'entretien et d'exploitation. Ça vous coûte pas cher. Une fois que vous l'avez mis, vous avez un gars qui vient faire un ou deux contrôles par an sur le brûleur, une petite réparation de temps en temps, mais ça coûte pas grand-chose. En termes d'investissement, ben, c'est relativement bas. Et ben, quand vous l'amortissez au prix actuel du gaz, elle ne vous coûte pas très cher en amortissement. Puis par contre, vous avez la part grise, qui est la partie proportionnelle à l'énergie consommée, qui vaudrait à peu près ce cas-là sur le cas type que j'ai pris. Donc là, je suis parti sur une hypothèse d'un gaz à 47 € le mégawattheure, hors taxe, comme on l'avait, on va dire, en début d'année dernière. Puis celui qui a fait une chaufferie bois, donc ça c'est un cas réel, hein, tiré d'un cas client, qui a fait une chaufferie bois il y a 3 ans, et ben en fait, sa structuration de coût, elle est relativement différente. C'est-à-dire que l'énergie en vert, le bois, il coûtait pas très très cher.
il avait un petit peu d'appoint gaz. Par contre, on voit que les postes orange et violet qui sont, oui, orange et violet qui sont l'entretien et puis l'amortissement était plus élevé. Et puis, l'amortissement de l'investissement, c'était plutôt 40, si on fait 32 plus 14, ça fait 46 000 euros. Mais comme il y a eu des aides, finalement, le client, ça lui coûte que 32 000 euros d'investissement. Donc, on voit que la structuration de prix, elle est quand même relativement différente. La part énergie, elle est plus faible sur la solution renouvelable dans le prix. Et puis, le montant de l'investissement, il est clairement plus faible sur la solution gaz. Donc, c'est aussi pour ça que souvent, on part sur des solutions 100% gaz parce que ça coûte pas cher à construire. Une chaufferie bois, il y a un bâtiment, il y a beaucoup plus de matériel. Là, sur cet exemple-là, la solution bois, elle coûtait 16 000 euros plus cher par an. Maintenant, on prend l'hypothèse. Donc, en haut à gauche, j'ai remis le petit schéma, puis j'ai juste changé mon paramètre coût du gaz. Et je suis passé sur un coût du gaz à 80 euros le mégawattheure. Là, on voit que tout de suite, ça s'inverse. Alors qu'avant, on avait la solution bois qui coûtait 15 000 euros plus cher par an. Là, elle coûte 15 000 euros moins cher. Donc la solution gaz, elle est super sensible au prix de l'énergie, qui est aujourd'hui, on le voit tous, une énergie volatile où on ne maîtrise pas forcément l'approvisionnement. La solution bois, elle a des coûts fixes, clairement, qui sont élevés, ça c'est sûr, on le voit, c'est le jaune plus le violet plus l'orange sur mon graphique. Mais ces coûts, ils sont stables, ils sont indexés. Le jaune, c'est de l'emprunt, donc ça ne bouge pas normalement. Et puis le violet, l'orange, c'est indexé sur de la matière ou des salaires, donc normalement, ça évolue à peu près comme le reste. Si on prend le cas présent, si j'avais mis 64 euros le mégawattheure, j'ai été équilibré sur le coût du gaz. Enfin, les deux solutions avaient un même coût. Puis après, on peut faire l'hypothèse. Donc, ça montre aussi que celui qui a fait le choix il y a 3 ans de mettre une chaudière bois, il y a 3 ans, il perdait un petit peu d'argent, mais aujourd'hui, parce que quand on avait fait cette étude pour le client, on lui avait donné des perspectives de prix, il avait choisi de faire ce choix-là. Aujourd'hui, il est plutôt gagnant. Et puis là, j'ai pris l'hypothèse, j'ai poussé le bouchon un peu loin en me disant, je mets à 130 euros le mégawattheure. Alors, on peut se dire, 130 euros le mégawattheure, c'est cher. Mais aujourd'hui, moi, j'ai rencontré un industriel qui avait du gaz naturel liquéfié. Il payait 47 euros le mégawattheure début 2021 et il le paye 130 aujourd'hui. Donc là, on voit que l'écart, il est vraiment énorme et que la solution gaz, elle a pris une énorme cartouche en termes de prix et elle peut mettre le client en difficulté. Alors après, ça, c'est sur du bois, pour du chauffage, on était sur de la vapeur, il y a encore d'autres considérations à prendre, mais ça montre en fait que là, si on passe sur celui d'après, en fait, la synthèse, c'est que la logique qu'on a vue là, en termes de coût, elle s'applique quand même globalement à tous les projets d'ENR, avec quelques variations en plus, et de valorisation de chaleur fatale. On a toujours un investissement qui est important au départ, à la fois en phase d'études, pour des études, et à la fois pour des coûts de travaux, et aussi pour l'implication du maître d'ouvrage. C'est bien plus simple de coller 2 chaudières gaz dans une chaufferie que de construire un bâtiment à côté pour faire une chaufferie bois. Ça, c'est clair. Le projet que je vous ai parlé, si on avait décidé de faire des chaudières gaz, en 3 mois, elles étaient posées. Le client a décidé de faire une chaufferie bois, ça a pris quasiment 1 an et demi au total. On voit que l'importance de la part, ce que j'ai appelé le P2, P3, ça dépend vraiment du type d'ENR. Donc sur du bois, c'est important. Sur de la géothermie, sur du solaire, sur la chaleur fatale, ça peut être un petit peu moins important. Les subventions que vous avez, les aides de l'ADEME, de la région, des C2E, elles visent clairement pour les solutions ENR à limiter l'impact du surinvestissement, donc à faire en sorte que ces solutions elles soient acceptables. Il y a clairement aussi des solutions possibles en termes de clés en main, avec du tiers financement, de l'engagement de performance. Les termes P1, P2, P3, quand vous les négociez typiquement avec des solutions de tiers financement, ils sont basés sur des indices. Nous, on a négocié un très gros contrat pour la station des Arcs 1600. Ils ont un contrat sur 15 ans où tout est fixé avec des indices de variation sur des prix, tout est indexé. Les projets bois aussi, même si c'est pas forcément toujours là, enfin ça a quand même d'un point de vue RSE aussi, on voit que c'est des solutions où on valorise de la ressource locale. C'est à la fois de l'emploi local, à la fois, enfin en gros, c'est ce que je dis moi souvent à mes clients, notamment dans les collectivités publiques, c'est quand vous achetez 100 000 euros de gaz, vous avez 80% des 100 000 euros qui part en balance commerciale négative, enfin extérieure à la France. Quand vous achetez 100 000 euros de bois ou 60 000 euros de bois, c'est de l'argent qui reste souvent dans les 100 km autour de l'endroit où vous avez fait. Donc vous favorisez l'emploi local, vous favorisez peut-être demain le travail de vos gosses. Et puis pour toutes les solutions, elles permettent des réductions des émissions de CO2. Donc voilà, les solutions ENR, c'est toujours des solutions, ENR ou valorisation de chaleur fatale, c'est toujours des solutions qui nécessitent un investissement beaucoup plus important, ça c'est clair. Mais c'est aussi ce qui permet de se rendre moins dépendant des variations de prix des énergies fossiles. Et typiquement, ceux qui ont fait un peu des choix de ce type-là il y a quelques années, aujourd'hui, je pense qu'ils ne le regrettent pas trop.
Enfin, je prends cet exemple-là. Comment vous pouvez dérouler un projet de ce type-là? Lionel, juste avant de passer au photovoltaïque, on a une question sur en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on a une solution plus à privilégier qu'une autre entre le gaz et le bois? Non pas de CO2, mais d'émissions de gaz à effet de serre, enfin de façon plus générale que le CO2, quoi. Alors, les deux solutions, si on est d'un point de vue réglementaire, en fait, le bois est considéré comme n'émettant pas de CO2. Alors, en fait, il émet du CO2 à la cheminée, on ne va pas se le cacher. La logique, c'est de dire en fait que quand on met du bois dans une chaudière ou dans une chaufferie, on a coupé des arbres en forêt et en fait, la sylviculture fait qu'en gros, les arbres qu'on a plantés, ils vont se renouveler sur une échelle de 20 à 30 ans. Donc, en fait, on est dans un cycle vertueux où la forêt va à nouveau recapter le CO2 qui est émis. Donc, c'est pour ça que d'un point de vue CO2, on va considérer que la solution bois, elle est beaucoup plus favorable que la partie gaz parce que c'est pas du fossile et en fait, on est dans un cycle. Mais ça ne veut pas dire que à la cheminée, on n'a plus du tout d'émissions de CO2. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bien. Aussi, je pense. Merci. Ok, voilà. Donc, juste pour finir sur une approche ENR ou énergie renouvelable, il y a deux solutions possibles. Souvent, en fait, et c'est la démarche que suivent les industriels, vous faites une demande d'offre à une entreprise de chauffage, de ventilation, et vous lui dites, fais-moi une chaufferie bois ou une récupération de chaleur ou une installation PV. Ce qu'il faut juste comprendre, et ce n'est pas du tout pour critiquer ces entreprises, c'est que les phases d'études, elles sont à risque pour une entreprise de chauffage ou de ventilation la plupart du temps. C'est-à-dire qu'elle passe du temps à faire une étude pour vous faire une offre et en espérant avoir un marché derrière, en espérant faire des travaux et en gros récupérer sur sa marge l'argent qu'elle a investi. Donc la prise de risque, en fait, que va accepter de prendre le prestataire, elle va dépendre du contexte. Est-ce que c'est un projet à 50 000 balles ou un projet à 1 million? Est-ce qu'il a une forte probabilité ou pas d'avoir le travail? Donc est-ce qu'il y a déjà peut-être eu des études préalables qui montrent que c'est rentable, ou en gros, est-ce que vous lui demandez de sonder et que lui, il va faire des études et que finalement, à la fin, vous allez peut-être dire, ah, mais non, c'est si cher que ça et je ne veux pas. Et est-ce que, et puis ça va peut-être aussi dépendre du temps à disposition. C'est-à-dire que si vous avez un technico-commercial dans une entreprise de chauffage qui a plein de boulot, comme c'est le cas actuellement, qui a été sollicité pour 3 offres, il y en a une où il doit chauffer 2 chaufferies gaz, il doit chiffrer, 2 chaudières gaz, puis une autre, il doit chiffrer une chaufferie bois. Si sur la chaufferie gaz, ça lui prend une demi-heure ou une demi-journée à chiffrer son projet, et puis que sur la chaufferie bois, ça lui prend une semaine, peut-être qu'il va pas forcément avoir le temps nécessaire à travailler sur votre dossier. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Donc c'est pour ça que ça va plutôt être, moi l'approche où on demande une offre en direct à une entreprise, ça va plutôt être adapté, ça va notamment être très adapté à des solutions standards, comme le photovoltaïque dont on reviendra après, où on peut faire du clé en main, il y a de la répétabilité. Il y a aussi des fois sur la chaufferie bois où on commence quand même à avoir une certaine maîtrise, donc les entreprises, elles ont l'habitude, elles ont un peu des espèces de packages disponibles. Pour les solutions plus complexes, le risque, c'est qu'au stade de l'étude, ils voient un peu court et il y a une approche un petit peu plus court terme. Puis ça va aussi dépendre de l'expérience clairement de l'entreprise et surtout, parce qu'il n'y a pas que l'entreprise, on peut des fois vous présenter des entreprises avec plein de références, mais surtout de la personne qui fait l'étude. C'est la même chose chez Planer. Si je vous mets un ingénieur qui n'a jamais fait de chaufferie bois pour chiffrer votre chaufferie bois, ça ira pas. L'intérêt par contre pour l'industriel, c'est qu'il a très rapidement ou dans un certain temps un devis avec un prix a priori fixe, mais il n'y a pas forcément eu la réflexion en coût global. Puis la deuxième solution, c'est de mandater, donc de payer quelqu'un pour faire cette étude. Ça peut être un maître d'œuvre, un bureau d'études comme nous, mais ça peut être aussi l'entreprise avec laquelle vous bossez et à laquelle vous payez du temps. Et voilà, c'est pas forcément la pratique. On n'a pas l'habitude de payer pour avoir un devis, mais en fait, si on va avoir une approche coût global, c'est plus qu'un devis. Et là, l'investissement, il est forcément plus important pour vous au début, donc ça a un impact coût, ça c'est clair. Il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de financements qui sont possibles, notamment l'ADEME. J'ai vu que Sylvain, il était dans les participants. Donc l'ADEME peut beaucoup aider sur le financement des études de chaufferie bois, de valorisation de chaleur, pour vous aider en fait à cadrer votre projet et à avancer sur l'aspect réflexion en coût global. Et puis vous tombez forcément sur la même problématique pour vous allez aussi, il faut trouver les entreprises, enfin des gens qui soient compétents et qui aient un peu d'expérience sur ce type de problématique-là. Et dans les deux cas, clairement, faire un projet d'énergie renouvelable ou un projet de valorisation de chaleur fatale, ça va nécessiter, côté maîtrise d'ouvrage, un peu plus de temps et plus d'implication que prendre un truc simple avec une solution chaufferie gaz clé en main sur une étagère. Ça, c'est sûr. Donc, faut pas se le cacher, à la fois en interne et en cash-out, vous allez avoir potentiellement un impact un petit peu plus élevé à ce stade-là.
Si on passe à celle d'après. Donc voilà, ça c'était sur l'aspect ENR. Je voulais venir un petit peu sur le photovoltaïque rapidement parce que je trouve que c'est un cas qui se découle et qui est vraiment un cas clé en main qui marche bien aujourd'hui. Il y a des nouvelles conditions qui sont sorties pour les installations de 100 à 500 kW crête depuis l'automne 2021. Donc ça simplifie les démarches pour notamment pour quand vous avez de l'électricité en surplus, que vous êtes en autoconsommation et que vous l'injectez dans le réseau. Donc le prix qu'EDF, obligation d'achat, vous rachète cette énergie, il est plus simple. C'est plus simple pour les opérateurs de monter les dossiers. Il y a des tarifs intéressants de cette électricité. Alors j'ai mis 92, mais mon collègue spécialiste du PV m'a corrigé, il m'a dit que c'était 90. C'est pas un tarif fixe, c'est un tarif qui varie sur 20 ans. Donc, si vous avez l'électricité en surplus, que vous la balancez dans le réseau électrique, on vous la rachète à ce prix-là. Un point qui est important, c'est que les solutions photovoltaïques, elles sont quand même, moi j'ai appelé ça prévisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des choses relativement standards. On a des choses matures en termes de technologie, et puis on a une performance énergétique qui est maîtrisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui vous fait une installation photovoltaïque, elle peut globalement vous dire si elle fait 500 kW crête, combien elle va produire sur une année. Et si elle a votre profil de consommation d'électricité, elle est capable à plus ou moins 3% de vous dire vous allez à peu près en autoconsommer tant. Nous, on a fait des projets où, en gros, après réalisation, on est très très proche de ce qu'on avait prédit. Et c'est vraiment avec peu d'études. Donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait ces éléments de standard, un peu de standardisation ou de simplicité, enfin, sans dénigrer le boulot du PV, hein. On fait pas mal de PV aussi. Le côté maturité, le côté maîtrisé, c'est ce qui fait aussi que vous avez beaucoup d'offres clés en main aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché et notamment avec des possibilités de tiers financement. Donc, vous avez des gens qui ont développé des produits photovoltaïques vraiment complets avec une installation clé en main. Si on passe à celui d'après. Donc, typiquement, nous, ce qu'on pousse souvent vers nos clients, c'est l'approche autoconsommation avec vente du surplus. Donc, on ne fait pas un séminaire complet sur le photovoltaïque, mais voilà. Ça permet souvent de couvrir entre 10 et 25% de la consommation industrielle. Ça veut dire que votre facture, elle va diminuer de 10 ou 25% par an. On arrive à aller jusqu'à 30-35% sur du bureau, mais voilà, c'est vraiment le maxi. L'intérêt, c'est aussi que l'excédent, il est revendu à un tarif hors fixe avec quelques indices. C'est ce que le petit bémol que je mets, garantie sur 20 ans. Et donc, ça veut dire en fait que quand vous allez faire une installation en photovoltaïque en autoconsommation, vous allez avoir 10 à 25% de votre facture d'énergie qui est maîtrisée et stable pour les 15 ou 20 ans qui viennent. Vous n'allez pas pouvoir en faire 100%. Le bois, ça peut peut-être vous permettre, comme j'ai vu tout à l'heure, de maîtriser 80% de la facture d'énergie ou de vous approcher de 80% du prix du gaz, si vous étiez en 100% gaz. Si vous mettez du photovoltaïque, vous n'allez jamais faire 100% de votre consommation. Vous n'allez jamais substituer 100% de votre consommation d'électricité par du photovoltaïque en autoconsommation. Les deux solutions, c'est de faire de l'autofinancement ou du tiers investissement. Si vous êtes en autofinancement, souvent vous avez des. Alors j'ai calculé, j'ai dit un ROI, mais on pourrait aussi parler de TRI de 5 à 8%. Les solutions, c'est souvent en toiture ou en ombrière. Quand on est en toiture, il faut vraiment aussi être vigilant à l'aspect structure, se poser la question si on n'en profite pas pour rénover l'étanchéité et l'isolation. Et puis, quand on fait de l'ombrière, on se pose aussi souvent maintenant la question, notamment sur les ombrières de parking, de coupler ça avec des installations de recharge de véhicules électriques pendant qu'on y est. La deuxième solution, c'est de faire du tiers financement avec les mêmes questions techniques, hein. Est-ce que je couple de l'IRVE? Est-ce que je suis en toiture? Là, vous devenez propriétaire de l'installation. En fait, vous louez votre toit et pour mettre une installation, et au bout de 15 à 20 ans, vous êtes propriétaire de l'installation. Pendant cette durée, sur ces 10 à 25% qu'on a vu au-dessus, vous allez payer votre électricité à un prix convenu d'avance. Donc, c'est un prix du mégawattheure. Souvent, en gros, si vous consommez tant de mégawattheure, le prestataire vous vend le mégawattheure à un certain prix et il y a une augmentation annuelle souvent qui est convenue et qui est indépendante de l'inflation. On va peut-être vous dire c'est plus 1,5% par an, quelle que soit l'inflation. Donc, le prix au mégawattheure, il est tout compris dès le départ. Il y a un engagement de performance, il y a la maintenance qui est prévue. Il varie entre 85 et 110, ça peut être aussi plus, ça va dépendre, mais c'est ces ordres de grandeur-là, donc ça vous donne aussi par rapport à vos prix d'électricité, ça vous permet de vous positionner. Et puis forcément, le tiers financeur, et c'est normal, hein, c'est son métier, il se rémunère à la fois sur le fait qu'il a construit une prestation clé en main, qu'il monte des dossiers, et puis sur l'argent qu'il vous prête. Donc forcément, c'est pour ça que vous n'êtes pas propriétaire de l'installation en 12 à 15 ans, mais plutôt en 15 à 20 ans, ce qui est assez logique. Et les deux solutions, elles sont parfaitement envisageables.
Elle va dépendre de la stratégie du client. Nous, on a des entreprises familiales qu'on connaît qui souhaitaient porter eux-mêmes l'investissement et qui ont investi dans leur installation photovoltaïque. Et puis d'autres qui préfèrent utiliser leur investissement pour d'autres sujets et leur capacité d'investissement plutôt pour la prod et qui passent par un tiers investisseur. J'ai fini. J'étais un peu trop long. Merci Lionel, c'est parfait. 12h18, allez, 3 minutes de retard, tu as bien rattrapé. Non, c'était vraiment très très intéressant cette approche comparative, puisque effectivement le coût global, cette approche coût global est quand même très très importante en ce moment. Voilà. Merci beaucoup, Madame Foivard. Vous avez le privilège de terminer et donc on va finir le webinaire avec votre témoignage. Donc je vous donne la parole. Merci. Donc moi, je vais vous présenter surtout la démarche qu'on a eue sur le site de Sallanches, donc qui est en fait le dernier site de fabrication de ski de façon industrielle en France. Donc le site d'Inastar fait partie bien évidemment du groupe Rossignol, qui est le leader mondial de produits de sport d'hiver et qui est en cours de diversification. Et le groupe Rossignol a déployé un programme RESPE, qui est un programme RSE, avec notamment un objectif de réduire de 30% l'empreinte carbone au niveau du groupe d'ici 2030, donc c'est relativement proche, et viser la neutralité carbone d'ici 2050. Donc ça, c'est, on va dire, un premier point d'entrée qu'on a eu, et qui est vraiment quelque chose qui est piloté vraiment de très très près maintenant au niveau de la direction du groupe. Ensuite, on savait, le site d'Inastar de Sallanches est un site qui a été créé en 1963 et c'est un site qui a été construit, qui a eu une croissance, notamment au niveau des bâtiments, où tout a été fait par des petits bouts à chaque fois et avec des choses qui n'étaient pas forcément cohérentes entre elles. Et puis, à un moment donné, on s'est dit aussi comment on fait pour diminuer nos consommations énergétiques, pour être plus vert, etc. Donc, comme l'a expliqué Lionel précédemment, on a fait chiffrer par un prestataire totalement extérieur une installation de panneaux photovoltaïques. Et alors là, ça a été le coup de grâce pour nous parce qu'on a eu différentes offres où on ne comprenait pas grand-chose en fait. Et où il fallait effectivement, si on passait par un tiers investisseur, s'engager sur une période de 15 à 20 ans, voire au-delà, sur laquelle nous ne savions pas du tout nous projeter sur une durée aussi élevée. Et que si on cassait, on va dire, le contrat, il y avait des pénalités qui étaient assez importantes. Donc on s'est dit, non, mais là, on n'y comprend rien, on n'est pas du tout spécialiste de tous ces sujets-là. On était perdu, on va dire, dans la jungle des prestataires qu'il peut y avoir on va dire, individuellement dans les différents sujets. On était perdu avec nos prestataires, on va dire, qui nous faisaient des offres dans ce qu'ils savaient faire. On était perdu dans les dispositifs qui existaient, les C2E ou autres. Et donc, on savait plus en fait où se tourner. Donc, on a discuté au niveau du groupe de ce qu'on pouvait faire. Et là, on nous a dit contactez Planair. Ils ont fait une intervention sur notre site de fixation Look à Nevers. Et du coup, on en est arrivé avec la société Planair à commencer un audit énergétique qui finalement a été vraiment la base de tout parce que ça nous a aidé à comprendre où on était. Donc, pourquoi on a été aussi dans cet audit énergétique, c'est de par notre programme RESPE, le groupe en était déjà à la réalisation de notre deuxième bilan carbone et évidemment avec un chiffrage de la part énergétique sur notre aspect bilan carbone qui était relativement important. Donc, il y avait l'aspect coût, il y avait l'aspect bilan carbone. Du coup, on a dit, les go, on fait notre audit énergétique. Alors, je ne reviens pas sur le petit schéma qui a déjà été présenté avec les deux industriels précédents. Sur la partie droite, si on peut continuer un peu, pour la répartition, ce schéma-là, où ça nous a permis finalement de chiffrer les consommations exactes. En même temps, on avait mené une formation
RFEI avec 3 personnes en interne pour aider, on va dire, au déploiement de la compréhension de ce qu'on voulait faire. Donc, on a fait notre campagne des mesures, on a fait notre arbre des consommations. Au passage, ça nous a permis de lever quelques incohérences, on va dire, dans les choix techniques qu'on avait pu faire il y a quelques années en arrière. Et on savait aussi, avec le vieillissement et les différentes transformations du site, qu'on allait avoir des investissements à mener. Et on s'est dit, voilà, quand on pose 1 million ou 1,5 million d'euros d'investissement sur la table, autant qu'ils nous servent vraiment de façon la plus, on va dire, adéquate possible. Et de là, ça nous a permis d'avoir une vraie vue globale, de traiter le sujet de façon globale, alors que jusqu'à présent, on traitait des petits bouts qui n'étaient pas forcément cohérents ensemble. Donc, si on peut aller vers la slide suivante, avec Planer, à l'issue de cet audit énergétique, donc il y a eu différentes solutions techniques qui ont pu être envisagées. Et ce qui était intéressant sur les différentes solutions techniques, c'est que à chaque fois, on a chiffré et le gain énergétique et le gain, on va dire, sur notre bilan carbone, donc en tonnes de CO2 par an, sachant qu'on avait aussi, nous, des objectifs en termes de délai. On devait présenter, on avait un dossier complet à présenter à nos actionnaires pour qu'ils nous suivent ou pas, on va dire, dans notre transition énergétique sur le site. Donc, je vais assez vite, mais en fait, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est d'avoir plus chiffré et en termes de consommation et en termes de gains sur notre bilan carbone, les différentes solutions techniques qui étaient possibles sur notre site. Et si on peut aller à la dernière slide, pour prendre quelques exemples, on revient sur le… Voilà, donc… je suis désolée, j'ai l'impression qu'il ne s'affiche pas dedans. Oui, ouais. Il manque. Donc, bref, on a chiffré donc, différentes solutions techniques. C'est là où je veux insister, c'est que le sujet a été vraiment pris globalement. De façon, quand je dis globalement, c'est effectivement changer nos compresseurs et faire de la récupération de chaleur sur l'air comprimé. C'est changer nos chaudières. Alors, est-ce qu'on continue dans les chaudières tout gaz, ou est-ce qu'on continue avec des chaudières, un mixte chaudière bois, chaudière gaz? Qu'est-ce qu'on fait avec notre groupe froid? Est-ce qu'on le remplace par un groupe froid qui a, on va dire, des fluides frigorigènes beaucoup plus verts que ceux qu'on a aujourd'hui? Et ça nous a permis, voilà, de dimensionner, on va dire, tous ces matériels-là au plus près de notre consommation et de présenter aussi un retour sur invest, aussi bien sur la partie coût que sur la partie bilan carbone. Voilà, ça nous a permis aussi d'aller plus loin dans les dispositifs d'aide qui étaient proposés, alors qu'on était plutôt axés tous ces 2 heures, alors qu'il y a beaucoup plus de guichets qui sont ouverts là-dessus, et aussi d'avoir un prestataire indépendant aux prestataires qu'on avait habituellement, qui ne peuvent pas être, on va dire à notre sens, jugés par. Voilà, j'ai été vite, je pense que j'ai peut-être raccourci certaines pages, mais voilà. Moi, je voulais juste ajouter un complément, c'est qu'il y a eu, ça a nécessité aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que la construction de ce plan, elle a nécessité un gros travail du côté d'Inastar pour aussi s'approprier les résultats de l'audit, parce que nous, on avait une certaine lecture des choses. Dinastar avait aussi ses critères. On a passé beaucoup de temps avec l'équipe d'Elisabeth et Elisabeth à dire, mais attendez, et en fait, le plan, bon, on n'a pas vu l'espèce de livre avec les solutions, mais le plan à laquelle on est arrivé et les solutions, c'est à la fin de l'audit, on avait fait une première proposition, et en fait, ça a été co-construit. On est vraiment arrivé à quelque chose de pertinent. On a un problème de l'arsène, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est vraiment aussi l'implication du l'industriel dans la co-construction du plan, elle est vraiment importante suite à l'audit pour intégrer l'ensemble des éléments, comme l'a dit Elisabeth, les évolutions du site. Est-ce que je suis plutôt CO2 ou économie d'énergie ou ROI? Enfin voilà,
Et ça, c'est un travail ensemble, en fait, pour trouver la bonne solution, avec chacun ses compétences. Et c'est important ce que vous avez dit, de se réapproprier aussi finalement la connaissance. L'histoire du site fait que voilà, il y a des personnes qui sont parties, on a fait appel à des prestataires et à un moment donné, on avait aussi un peu perdu la maîtrise de tout ça. Ouais. Et ça rejoint un peu ce que présentait Peugeot Motocycle, là où voilà, ils peuvent aussi challenger leurs prestataires sur les utilités par le biais de tous les capteurs qui ont été installés et du monitoring énergétique. Ouais. Nous, on avait rendu l'audit au mois de juillet et on a fait une séance avec Elisabeth au mois de décembre et j'ai clairement senti qu'il n'y avait pas encore eu cette appropriation de l'audit. Elisabeth, elle reposait les questions, elle n'était pas encore complètement en confiance. Et on a refait un travail, ça a été juste 3-4 séances, hein, mais je crois que ce travail de faire 3-4 séances, et on l'avait un peu raté, donc c'est pour ça que j'en parle là. Ce travail, il est vraiment important. Il faut surtout sur un sujet qui était complexe chez vous, où il y avait à la fois de l'énergie, mais du diagnostic technique. On a renvoyé un chargé d'affaires une journée pour faire des analyses et des trucs complémentaires, quelqu'un qui était plus pointu sur un sujet. Et vraiment, ce boulot, il faut pas, enfin, dans certains cas, il est vraiment important, quoi. Et il prend du temps pour vous et pour nous. Ouais. D'accord. Ben, merci beaucoup pour votre témoignage très, très complémentaire. Il y avait Lionel tout à l'heure, j'ai oublié de te poser une question, donc peut-être tu pourrais y revenir par la suite sur le chat. C'était lié au projet en autoconsommation. Il est déjà 12h29, donc il n'y a pas de questions supplémentaires pour Madame Foivard, donc on va avoir le plaisir de conclure avec Paul le webinaire. En vous rappelant nos prochaines dates. Donc, Solène, la toute prochaine date de la T2E BFC. Au mois de mars, le 29 mars. Alors là, c'est pour les locaux. On organise une visite de site, un site de méthanisation agricole collective. Donc, c'est un collectif d'agriculteurs qui s'est mobilisé, qui s'est appuyé. Donc, la visite est organisée par Opal Énergie Naturelle, donc qui est le bureau d'études qui a monté le projet avec le collectif d'agriculteurs et qui nous feront une présentation sur l'historique, pourquoi ils ont voulu mettre en place ce projet collectif. Donc, ça se passera à Raz, en Haute-Saône. Voilà, à côté de Vesoul, pour ceux qui ça ne parle pas, mais à côté de Vesoul en tout cas. Ils nous expliqueront l'historique, tout l'intérêt qu'ils y retrouvent pour leur activité, et puis on parlera entrant, sortant, etc. Donc, on vous accueille avec plaisir le 29 mars matin à côté de Vesoul, à Raz, et toutes les informations sont très prochainement sur le site AT2E. Et le 12 avril, pour les amoureux du décret tertiaire et des évolutions réglementaires, nous organisons avec l'AT2E Aura, donc c'est deux AT2E proches qui se rassemblent pour parler en 2h30 de ce sujet avec des intervenants qui sont en cours de préparation, dont notamment Claire Énergie, spécialiste ingénierie, pardonnez-moi, qui est basée en Aura, et Madame Moutet de Afnor Énergie qui interviendra sur des évolutions réglementaires. Et nous sommes à la recherche de témoignages et nous courons après les DREAL actuellement. Donc, si un représentant de cette belle institution est présent, qu'il n'hésite pas à nous contacter. Nous avons du mal à vous trouver. Bien, nous avons été, Solène et moi, vraiment fiers de pouvoir d'abord remercier notre ami Lionel pour le travail qu'il a fait, pour cet apport de ce joli webinaire. On te remercie encore, Lionel. On remercie tous les intervenants. Vous avez fait des slides vraiment pro et vous êtes super intervenus alors qu'on sait que vous êtes tous bookés. Et je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt, Solène. Exactement, à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. Et puis en espérant que ce webinaire vous a intéressé et que vous y avez trouvé quelques réponses à vos interrogations sur ces prix de l'énergie qui ne font qu'augmenter. À bientôt à tous. Au revoir, bonne journée. Merci.